parti, monsieur Duvernet? Bon, on ne va pas laisser tourner rien. Il est 33, on va ouvrir ce conseil en remerciant ceux qui sont là. C'est un conseil de rentrée. Il s'est passé pas mal de choses pendant l'été. Il y aura certainement répondre aux différents dossiers au fur et à mesure de nos discussions. On va, si vous le voulez bien, désigner Madame Laetitia Guédon. Mais le problème, c'est que je ne me souviens jamais dans quel ordre il est secrétaire de séance. On va annoncer les procurations. Je crois que Madame Marie-Chou Marticorena a donné procuration à M. Capanelli. C'est bien ça? Non. Attendez. Marie-Chou Marticorena, je sous-signe Marie-Chou Marticorena, conseiller municipal de la Donne à Lavac, à Ramucho, conseil municipal, de me représenter en prenant part à toutes les délibérations, en émettant tout vote et en signant tout document à la réunion du conseil municipal communal convoquée le 7 septembre. Donc, Marie-Chou a donné procuration à Ramucho Lavac. Laurent Juel a reçu procuration de M. Bruno Sarowski. Monsieur Joël Lugo a donné procuration à Catherine Navarre qui va nous rejoindre. Et Madame Buvicoa a donné procuration à Odette Coquerel. C'est bien ça? Voilà. Vous avez vu l'ensemble des délibérations qui vous ont été transmises ce vendredi dernier dans les délais réglementaires. Vous avez pu constater qu'il s'agit d'un certain nombre de délibérations techniques concernant les travaux qui se déroulent dans le village. Approbation du dossier STEPA 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, c'est pour les enfouissements et de l'éclairage public et de l'enfouissement de l'extension. La décision modificative budgétaire numéro 1 qui est en rapport avec ces travaux. Une notation aux amortissements des charges financières qui est en liaison avec une demande de Madame la trésorière. Une demande d'avis du conseil municipal sur le projet de périmètre relatif à l'encadrement des loyers par la CRPV. C'est quelque chose qui ne passe pas forcément au conseil municipal, mais j'ai souhaité poser le débat, ou en tout cas le sujet dans ce conseil pour que tout le monde soit bien informé des tenants et peut-être des aboutissants. Et ensuite, une information du rapport de la Cour des comptes sur la CRPV. Le compte rendu du conseil municipal du 6 juillet 2022 amène-t-il des observations, des commentaires de votre part? Oui, non? Moi j'en ai quelques-unes, mais ça concerne les fautes d'orthographe. Je vous prie de m'excuser, il y en a 3 ou 4. Je ne les ai pas relevés là-bas, donc je suis obligé de faire un conseil, je vous dirai où sont. Mais je n'ai pas voulu le faire là-bas, dans le cadre des prérogatives qui sont les miennes, qui étaient les miennes en tant que professeur. Donc, s'il n'y a pas de sujet, voilà. Je suis surpris que vous n'ayez pas relevé, M. Capanelli. On va pouvoir faire un concours à celui qui voit le plus d'efforts. Je suis fatigué à ce moment-là. Ouais, je veux dire, j'étais fatigué, c'était ce matin très de bonheur, je ne les avais pas vus avant. Compte rendu des décisions du maire, vous avez 2 virements de crédit qui sont portés à votre connaissance. Virement de crédit numéro 1 le 29/06/2022, c'est un virement de crédit de 685 € en investissement depuis les dépenses imprévues. Avec, vous avez la liste des sommes détaillées ici, 100 € pour la peinture en mairie, 45 € pour la vitrine affichage des documents d'urbanisme, 300 € pour les frais de publication du marché de travaux de la voie verte et de la place de la Brocante. Alors, voilà, et 240 € pour le remplacement du disque SSD du PC de l'école. Ce doit être le logiciel qui concerne la cantine ou le centre de loisirs. Non, pas ça, non. Ça, c'est de la technique, c'est ça, le disque dur. Ah oui, c'est plus cher. Les actualisations de logiciels, c'est plus cher, excusez-moi. 24 €. Le virement de crédit numéro 2, toujours pareil, c'est un virement de crédit de 360 € en investissement pour la chambre d'écran pour le poste de comptabilité RH.
Et oui, les lignes de dépenses sont longues. Aujourd'hui, il fallait un deuxième écran pour pouvoir. Donc, on a rajouté ce deuxième écran pour le confort et l'efficacité de notre travail. Si on a que le marché de maîtrise d'œuvre pour la création du nouveau alerte, le nom de la RD 855, direction Saint-Jean-de-Luz, c'est les travaux qui arrivent, qui se présentent pour l'année prochaine, avec 3 entreprises qui avaient candidaté, 2 BHL, Caïman et IMS. L'entreprise IMS a été retenue. Vous voyez que c'était la moins disante. C'est une entreprise avec laquelle on a déjà travaillé, qui connaît un petit peu le territoire, puisque c'est elle qui avait été contractée dans le cadre de la première tranche de travaux sur la route de Saint-Pény. Alors, si tu veux, peut-être, des questions et des... Non, on peut peut-être faire juste un petit point sur, puisqu'on en est là, sur les travaux. Alors, on va en reparler tout au long de la soirée, parce que les délibérations et les débats sont en lien principalement avec ces travaux. Donc, si tu veux faire un point même chose sur les travaux qui sont sur la route Saint-Pé, ils avancent correctement. Oui, alors pour mémoire, l'entreprise IMS, c'est l'entreprise qui avait déjà réalisé la pré-étude opérationnelle l'an dernier sur les 3 secteurs, Saint-Pé, Saint-Jean-de-Luz et Arbonne. Et donc c'est décliné la première phase qui a démarré tout début août, le 1er août, et qui devrait se terminer fin novembre. Pour l'instant, on est dans le planning prévu. On a eu des difficultés de communication avec Orange et le SNEPA. C'est pour ça que les 3 délibérations qui arrivent auraient dû intervenir un peu plus tôt, mais on ne passe que maintenant, j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, on n'est pas en retard sur le planning. L'entreprise, même si les délibérations sont arrivées, l'entreprise se présente sur site. Il y aurait une intervention d'ici la fin du mois de septembre. Ce qui nous permettrait donc de tenir le calendrier et de pouvoir finir comme prévu fin novembre, avant de se projeter l'année prochaine sur Saint-Jean-de-Luz. Voilà, avec des demandes de subventions qui sont pratiquement dans les tuyaux, puisqu'il faudra aller chercher une DETR, il faudra aller chercher différents financements qui se préparent d'ores et déjà dans la perspective de cette deuxième tranche de travaux sur, alors on l'appelle voie verte, voie partagée, voie douce. Voilà, il y a des nomenclatures derrière, mais c'est on va dire une voirie cannulée à 2,80 m à peu près qui sera partagée entre les cyclistes et les piétons. On est sur une grosse actualité de travaux et les délibérations qui suivent le témoigneront. Et peut-être qu'on peut faire aussi un petit point sur l'avancement des travaux sur la place de la Brocante. Oui, la place de la Brocante, ça suit son cours. Là, pareil, le planning est assez respecté. On a ouvert à l'ouverture des rentrées de classe le parking, qui était la première phase des travaux. On finit vendredi le coulage de tous les bétons désactivés. Demain, ils posent les végétal sur le parking côté, on va dire, docteur, container. Et le 14 septembre, les enrobés seront faits autour du bâtiment du col et sur le plateau surélevé. Donc, 14 septembre, 15 septembre, ça sera déjà pas mal, sachant qu'après, on aura les plantations après les fêtes de la Hetz. Il y a des bricoles, des finitions aussi à faire. Il y a l'air de jeu, l'air de pétanque, l'immobilier urbain, voilà, à finir. Alors, c'est un travaux qui a pas mal, on va dire, d'abord qui est très visible, puisqu'il est en plein centre-bourg, qui a mobilisé pas mal d'entreprises, qui continuent à les mobiliser. Il s'opère en tranches pour permettre une continuité des usages et des fonctionnements de cette place, qui est un peu un centre névralgique entre le centre loisir, l'école, les commerces, les cabinets médicaux, et puis la liaison place traditionnelle, enfin place Martin Tricou et place plus fonctionnelle avec les parkings. Je parle de la MAP aussi. Bon, on a bien conscience que ces travaux occasionnent un certain nombre de gels. On
on a essayé d'organiser ces différents phasages pour que tout reste compatible, y compris la brocante, qui ne s'est pas arrêtée. Il faut savoir qu'il y a quand même eu, dans la période Covid, un arrêt total de l'activité économique de ces brocanteurs, chippers, etc. Que là, si on a arrêté aussi ces événements, c'était en mettre pour 4 ou 5 ou 6 mois de plus. Donc on a décidé de maintenir le brocante en adaptant. J'ai reçu hier les organisateurs de cette brocante, les ai remerciés pour leur capacité d'adaptation dans un contexte très contraire. Et puis, comme souvent, de contraintes, on en fait parfois des moments un peu particuliers de réflexion. Donc il y a des réflexions qui émergent autour de cette manifestation sur comment on la repositionne, comment on répond à la nécessité de parking. Vous avez vu que pendant l'été, on a pu répondre grâce aux accords de M. Lafitte, par conventionnement, de nous prêter un champ où il stockait un certain nombre de véhicules. On a eu la chance, il faisait beau et on a pu en stocker beaucoup sur des brocantes qui étaient extrêmement fréquentées. Voilà, on a aujourd'hui un parking qu'on aimerait repositionner comme un véritable parking et non plus à l'usage uniquement des brocanteurs. Voilà, il y a des choses qui évoluent dans ce cadre-là. Les choses s'organisent. Il faudra qu'elles s'évaluent, il faudra qu'il en sorte de nouvelles modalités ou pas. Mais en tout cas, c'est toujours dans ces moments-là qu'on se mobilise pour répondre ensemble à une problématique qui nous incombe. Voilà. Sur les travaux, alors oui, il y a aussi des travaux qui ne nous concernent pas nous directement, même si ils y sont afférents. C'est tous ceux qui sont au droit de la résidence Landagaina, puisque vous savez qu'il y a un PUP, et que dans le cadre de ce PUP, il y avait un certain nombre de travaux qui étaient envisagés, et que Landagaina, cette promotion privée qui s'est installée face à la résidence du col, vous avez vu qu'elle a travaillé aussi cet été, que le gros œuvre est terminé. Voilà, et qu'aujourd'hui, continue de façon aussi programmée et articulée, en tout cas organisée, les travaux de ce bâtiment qui ne nous incombe pas en direct, mais qui participe aussi à des organisations qu'il nous faut anticiper autour de la voirie départementale, etc. etc. Et des raccordements en réseau de pluie aussi, évidemment. Des questions par rapport à tout ça? Non. On va attaquer les délibérations si vous voulez bien. Elles vont être menées à plusieurs voies, même si vous le verrez, elles se ressemblent forcément pour certaines et elles sont liées pour d'autres, puisque je pense que la délibération numéro 4 est liée aux 3 premières. Qui commence pour la première délibération concernant le départ, c'est-à-dire l'enfouissement du génie civil. Voilà, c'est toi? Allez, vas-y. Donc, programme génie civil, communication électronique, obturant 2022. Il s'agit donc de la partie. Alors, il y aura 3 délibérations pour 3 thématiques différentes. C'est la partie télécom. Il y aura ensuite la partie électrification basse tension et ensuite la partie éclairage public. Alors, nous vous informons qu'il a été demandé au syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'étude des travaux génie civil Orange lié à l'emplissement des réseaux BT le long de la RN 155. Alors, pourquoi on dit, juste pour l'explication, parce que c'est quand même un univers très compliqué. Génie civil Orange, donc c'est bien le télécom, lié à l'enfouissement des réseaux basse tension, c'est parce qu'en fait, quand il y a un enfouissement de basse tension d'électricité, c'est pas la même intervention pour Orange que si c'est un enfouissement seul de télécom. C'est 2 interventions différentes. Donc en fait, quand c'est la basse tension liée au départ, il y a une participation commune, il y a une participation via le départ commune. Par contre, quand c'est que du télécom qui est enfoui, et c'est aussi le cas sur une partie du secteur des travaux, c'est une mise à disposition du matériel par Orange, des tubes, etc. C'est la commune qui fait les tranchées, et c'est Orange qui fait les raccordements. Donc c'est des interventions différentes. Je le dis parce que c'est aussi pour ça.
qu'on a mis beaucoup de temps, c'est aussi pour ça qu'on s'y perd, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas l'anticiper, enfin en tout cas qu'on ne peut pas anticiper les coûts, parce qu'il n'y a que des études comme ça qui permettent de savoir exactement combien ça va coûter. L'étude a duré quasiment 6 mois, parce qu'elle a démarré en mars. Donc voilà, ça vaut, quand on s'y met dedans, ça vaut le coup de prendre du temps et d'avoir quelques explications, parce que c'est cool. Donc j'ai ici l'ouvrage de l'enrichissement des deux basses-tensions le long de la RD 855 chemin Australie-Bordeaux. Monsieur le Président du syndicat d'énergie a informé la commune du coût estimatif des travaux réalisés qui ont été confiés à l'entreprise Socaelec, qui a donc réalisé l'étude. Nous précisons que ces travaux feront l'objet d'une inscription au cours d'édification de l'âge initié communication électronique, option A 2022. Propose au Conseil municipal de prouver le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux. Donc nous proposons de décider de procéder aux travaux ci-dessus, désigner les charges du syndicat d'énergie de l'exécution des travaux, d'approuver le montant des travaux et des dépenses à réaliser, c'est pour le montant comme suit, montant des travaux TTC 28 494, assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et imprévu 1844, 2849,44, frais de gestion du SDPAD 1187,26, total 32 531,01. Donc nous vous proposons d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération sur les commandants comme suit, participation de la commune aux travaux financiers de 31 343,75, participation de la commune aux frais de gestion 1187,26, total 32 531,01. La participation définitive de la commune sera déterminée après l'établissement du décompte définitif des travaux, parce que cette étude-là prévoit l'opération de travaux au taquet, c'est-à-dire qu'on a dedans des surcoûts liés à d'éventuelles surprises de la roche qui nécessiterait des moyens supplémentaires. Donc c'est déjà prévu, donc il peut y avoir une moins-value une fois qu'on aura réalisé les travaux. Si la commune finance sa participation aux travaux sur ses fonds libres, le SDPA pourra lui demander un ou plusieurs acomptes en fonction des travaux exécutés. Nous proposons d'accéder à l'éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal. Est-ce que vous avez des questions? Oui, tu peux faire des commentaires, bien évidemment, et en sachant que c'est des travaux qui ne sont pas forcément obligatoires dans le cadre de la réalisation. Ah, c'est ce que je vous dis, alors vas-y, je te prie. Oui, généralement, mon intervention portera sur plusieurs délibérations, parce qu'on parle d'enfouissement, en fait, globalement, que ce soit sur du télécom, sur de la basse tension, globalement, on est sur l'enfouissement. Le choix a été fait d'enfouir. Effectivement, comme le précisait Philippe, ce n'est pas une obligation d'enfouir. D'accord? Donc, le principe étant un triple objectif. Premier objectif, c'est un objectif paysager. Réellement, à mon sens, personnellement, de voir des poteaux électriques et des fils qui traînent un peu partout. Un deuxième aspect, c'est la sécurisation des réseaux. On ne verra plus de poteaux qui tombent pour un accident, des intempéries ou autre. Et enfin, un troisième aspect, c'est la qualité des flux qui seront délivrés aux AESTAR, que ce soit télécom, électricité, etc. Donc vous comprendrez bien que même si elle n'était pas obligatoire, cette ambition n'était pas obligatoire, il me semble qu'il était intéressant dans le cadre des travaux de prévoir la chose. Alors certes, ça a un coût parfois partagé avec nos partenaires, d'accord, mais en tout état de cause, c'est dans le souci de rendre aux AESTAR une qualité de service optimale. Voilà. Donc personnellement, j'espère que le conseil municipal abondera vers cette délibération dans l'intérêt des AESTAR. Question? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. La délibération adoptée à l'unanimité. Une délibération qui ressemble forcément, mais c'est pour la rénovation des éclairages publics, concernant aussi un projet autour de la Lille. Programme rénovation éclairage public, SDPA, rénovation 2022. Alors c'est toujours le même sujet, c'est la voie douce, ça concerne
de mémoire 3 lampadaires photovoltaïques qui vont sécuriser et traverser sur la RD. Le changement des lampes du lampadaire du rond-point qu'on va changer pour les passer en LED et puis qu'on va faire des économies d'énergie et puis qu'elles soient plus performantes. Et un lampadaire filière qu'on va rajouter à la traversée qui est juste après le rond-point. Donc il a été demandé au syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'étude des travaux d'éclairage public liés à l'enrichissement des réseaux BT le long de la RD 855 chemin sur les droit. Monsieur le Président du syndicat d'énergie a informé la commune du coût estimatif des travaux à réaliser qui ont été confiés à l'entreprise Socaelec. Nous vous précisons que ces travaux feront l'objet d'une inscription au programme d'éducation de la rénovation d'éclairage public des débats en relation 2022. Nous proposons d'approuver le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux. Procéder aux travaux aussi dessus désignés et charger le syndicat d'énergie de l'exécution des travaux. Nous proposons d'approuver le montant des travaux et dépenses réalisées se décomposant comme suit. Montant des travaux TTC 38 59 12, assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et imprévu 3065 292, frais de gestion du départ 1277, 46 total 35 002 50. Donc là, nous proposons la proposition de financement prévisionnel de l'opération sur le programme comme suit, ça correspond à ce que je viens de dire exactement. La participation définitive de la commune du conducteur sera déterminée après personne des points définitifs des travaux. Si la commune finance sa participation aux travaux sur ses fonds libres, n'hésitez pas pour aller demander un ou plusieurs acomptes en fonction de l'égalité. Et nous proposons d'accepter l'éventuelle servitude gratuite sur le budget communal ainsi que la récupération de certificats d'économie d'énergie par SDPA lorsque les travaux sont éligibles. Des questions? C'est toujours pour la voie douce? Oui. C'est le l'éclairage de la même secteur. C'est la même tranchée? Oui. Alors oui, les travaux sont réalisés en tranchée communale. Oui. On a même Donc c'est pas les mêmes tuyaux et c'est la même tranchée? C'est en cours. C'est plus compliqué que ça, parce que sur tout le périmètre de la voie douce, comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà il y a 3 secteurs d'intervention, parce qu'en fonction si c'est des débats ou pas, on n'intervient pas de la même manière avec les partenaires. Et donc il y a des moments où c'est Eurovia qui réalise la tranchée, il y a des moments où c'est Socaelec qui réalise la tranchée, mais bon, on les a mis en contact et ils se sont coordonnés pour que ça soit la même tranchée, avec pas les mêmes tuyaux, mais que ça soit... Le pire du TT, c'est que chacun fasse sa tranchée pour passer son tuyau. Et là, je dirais, c'était compliqué, mais il y a des fois, ça se passe comme ça. On peste, parce que c'est de l'argent, derrière. Bon, là, je dois remercier le travail des adjoints et des commissions de travaux successives, parce que je les ai vus se débattre avec les différents opérateurs entre M. Arinaldoki, M. Puchon, M. Larocque, c'est bien ça? Voilà, j'en ai cité 3 là. Vous pouvez vous tourner vers Ramucho qui les connaît tout aussi bien. Voilà, ça a été. Ça en favori dans mon téléphone. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on a mis du temps, c'est parce qu'on les a forcés à se mettre en relation et à faire en sorte, et vous verrez dans la prochaine délibération, qu'il y a aussi une part de financement de la part des Nédis. complètement. C'est aussi parce que c'est pour ça qu'on a aussi mis du temps, j'insiste là-dessus, parce qu'on a vraiment appuyé pour qu'à un moment donné il y ait une coordination et que ça soit fait à l'optimum dans l'intérêt de toutes les parties. Le pire, c'est désespérant, mais c'est quand on voit des travaux qui sont finalisés, et puis tout d'un coup, hop, et on recreuse et on refait passer. Il suffit de regarder sur certains voiries, y compris départementales, sur la route Saint-Jean-de-Luz. Moi, j'ai beaucoup d'administrés qui reviennent vers moi et qui me disent mais c'est quoi ce travail Au niveau de la ferme, Oh, après la ferme, tout le long, parce que c'est la fibre qui est passée d'un côté, elle repassera par ici, elle repassera par là. Puis une fois il y a l'interconnexion de l'eau, on va être impacté. Voilà, c'est des travaux qu'il faut faire, mais qui créent des perturbations, des organisations. Aujourd'hui, pour aller d'un point à un autre, il vaut mieux
prendre 10 minutes ou un quart d'heure de battement parce qu'entre les feux rouges, les bouchons, les ceci, les cela, et c'est pas fini, je vous le dis, c'est pas fini parce qu'il y a des travaux qui sont prévus sur Villars à partir du 17 septembre jusqu'au 2 décembre qui impacteront aussi par des déviations. Qui vont nous arranger au point de vue poids lourd. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Pour le moment. Pas sur le Rapus. Hein? Le Rapus. Voilà. Non, Voilà. Pour continuer dans ce sens-là et aller plus loin, on ne peut pas, sur ces thématiques-là, c'est vrai qu'on est souvent surpris quand on refait un trou dans une voirie qui vient d'être faite, mais on ne peut pas anticiper les projets qui n'existent pas. Par contre, on peut réussir à anticiper les projets dont on a connaissance, et sur ce secteur-là notamment, on a connaissance d'un projet immobilier qui avec un permis accepté depuis quasiment un an maintenant, qui avait aussi généré à un moment donné un PUP, qu'on a passé à un conseil municipal à l'époque. Et communautaire. Et bien sûr communautaire, puis c'est la GO qui a la compétence. On a aussi anticipé ce projet-là, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt à déclencher. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de demande de raccordement, mais on savait qu'ils avaient, pour leur raccordement, besoin d'extension électrique, qui, de par la loi, revenait à la charge de la commune, et donc on avait intégré dans le PUP. On l'a anticipé parce que même si ce n'est pas prêt à déclencher aujourd'hui, on sait que dans les mois qui viennent, ou bien dans l'année qui vient, à un moment donné, ça va bouger. On ne voulait pas que dans un an, ils viennent nous percer la voiture en disant il faut qu'on passe dedans. On l'a aussi anticipé, on l'a intégré au marché Eurovia qui passera les fourrons nécessaires pour pouvoir raccorder derrière. Voilà. Plus de questions, on passe au vote. Contre, abstention, je vous remercie. Troisième délibération, c'est celle concernant l'enfouissement de la basse tension, avec là aussi une petite particularité. Alors, toujours pareil, nous avons demandé au syndicat d'énergie et Pyrénées-Atlantiques de procéder à des travaux, enfouissement des réseaux basse tension, lors de la RD 855. C'est si vous voulez qu'on rentre dans le détail, c'est en deux parties. Il y a une partie qui se situe ici en bas, une fois qu'on démarre le rond-point à la traversée du pont, parce qu'il y a une partie basse tension qui fait la traversée du pont pour venir alimenter la première maison. Et il y a une deuxième partie qui est sur la partie qui démarre de la partie haute jusqu'au bouquet de maison qui est en plein milieu, où là on est en sécurisation de ligne aussi, et là je reviens sur ce qu'avait dit Joël tout à l'heure. Notamment cet enfouissement permettra de pérenniser et de sécuriser les lignes parce qu'on est en fil nu sur ce secteur-là, et les fils nus ils sont beaucoup plus fragiles que les fils clavés. Donc on va basculer, c'est pour ça aussi qu'il y a une participation Enedis, on va basculer en intérêt et ça permettra d'éliminer ces fils nus et donc de sécuriser l'alimentation pour les AST. Monsieur le Président du syndicat d'énergie a informé la commune du coût estimatif des travaux à réaliser qui ont été confiés à l'entreprise Socaelec. Nous proposons d'approuver le montant de la dépense et de financement de ces travaux. Donc, travaux ci-dessus désignés et charges. Et nous proposons de charger le syndicat de l'exécution des travaux qui se décompose montant TTC 110 831,59, assistance à maîtrise d'ouvrage de maîtrise d'œuvre imprévu 11 083,16. Acte notarié 3105, frais de gestion SDEPA 4617,98 pour un total de 124 637,73. Les actes notariés étant liés au passage en domaine privé, parce que la ligne elle traverse dans les airs, on est sur le domaine privé, et donc le futur réseau qui viendra alimenter chaque maison va aussi devoir être conventionné par acte notarié pour pouvoir passer les péchés. Donc nous proposons d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération qui se décompose comme j'ai annoncé au-dessus. Moi j'ai une question, mais je ne pas. La participation définitive de la commune sera déterminée à l'établissement du compte définitif des travaux. En déduction de la participation communale, une somme de 15 500 € complémentaires sera prise en charge par le concessionnaire Enedis, covering ainsi la participation communale
estimé à 17 200,63 sur la partie travaux. Si la commune finance la participation aux travaux sur ces fonds libres, c'est pas pour lui demander un pour la fin en fonction des travaux exécutés. Nous vous proposons bien sûr d'accepter l'éventuel service à ce tarif sur le privé communal. Si vous avez des questions. Moi j'en ai une. Vous en avez une? Non. Moi j'en ai une. On connaît, comment dire, l'importance d'acter chez le notaire les différentes servitudes, emprises, propriétés, etc., etc. On l'a vécu parfois à notre départ sur le syndicat Oula il y a quelques années. Vous vous rappelez, hein, il a fallu se débattre avec certains, ça nous avait amené jusqu'à certains procès, etc., etc. Enfin, bon, que l'on a gagné, mais bon. Qui est à la manœuvre? Je suppose que c'est le pétitionnaire et que c'est le syndicat ou l'INDIS qui le départ. Voilà. C'est une extension, donc elle appartient au SDEPA. Donc, il faudra suivre cette affaire avec le SDEPA, puisque nous, on a les deux pieds sur le terrain, et que le SDEPA aille bien jusqu'au bout du geste sur ces formalisations qui paraissent, dans le feu de l'action, un peu superflues, mais qui, au fil du temps, quand il y a un problème, ont une vraie utilité. Donc, on l'a pris à nos départ. Donc, il nous faudra suivre ça techniquement. Je vous chargerai facilement de ça, M. Lubernet, pour rappeler le départ à ses obligations dans ce cadre-là. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Là, c'est un projet, parce que c'est déjà fait. Oui, ils l'ont prévu, mais il faut le faire. La confiance, c'est ce que le contrôle. Voilà, exactement. Ils l'ont prévu, c'est-à-dire qu'ils l'ont explicité. Maintenant, même la commune parfois explicite des choses sur lesquelles le quotidien l'emportant sur le long terme, quelquefois, ça passe à la traite. Je pense à un chemin qui avait été acté sur une délibération du conseil municipal et qui n'a pas été finalisé, mais qui le sera très prochainement. Il faut l'espérer. Si ma une question. Oui. Concernant justement l'acte notarié, ça concerne le passage de la sanction. Oui. Qui est la même tranchée que. C'est pas la même tranchée. Non. L'acte notarié, c'est le moment où ça dévie et ça passe dans le privé. Voilà. Et on est sur la tranchée commune, tant qu'on est sous le côté public, en fait, très simplement le long de la allée. Et après, quand on rentre dans le bouquet de maison pour alimenter chaque maison, On passe en dessous. ouais. Oui. D'accord. Donc il y a une déviation de tranchée. Voilà, c'est Ouais. On parle dans le même privé. On passe au vote, suivant. Qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie. Mais la conséquence de ces délibérations, c'est une décision modificative budgétaire. On va laisser à Joël le soin de Donc, vous expliquer. décision modificative budgétaire en recette. Donc, dans le cadre des voies douces, plusieurs dossiers de subvention ont été déposés. Or, nous n'avions pas de notification lors de l'établissement du budget. Il s'avère que dans le cadre du plan de relance de l'État, une subvention de 97 577 € nous a été attribuée pour les voies douces. À partir de là, ce dispositif permet à la commune de demander un acompte de 30%. C'est ce que vous voyez, vous, sur les 29 273 €. C'est 20% de 97 577 €. Naturellement, cette recette, c'est comme les dépenses. Lorsqu'on fait une dépense, en face, il faut une recette. Mais quand on a une recette, en face, il faut des dépenses. Donc la dépense que vous voyez de 18 000 €, en fait, correspond aux 17 200 € de la décision de la délibération précédente. On l'a arrondi à 18 000 €. Et naturellement, pour équilibrer l'écriture, il y a un différentiel. Pourquoi? Parce qu'on a plus de recettes que de dépenses. On a mis ce différentiel, le 11 273 €, on l'a mis sur la ligne dépenses imprévues. Là, l'articulation, on va dire financier, de ce financement de 17 200 €. Donc 30% de subvention, on a eu 97 000, on demande un acompte de 30%. Avec ces 30%, on finance les 17 200 rendus à 18 000 €. Et pour équilibrer l'écriture, on a mis une dépense imprévue de 11 273 €. C'est technico-technique. Sachant que les dépenses imprévues,
comme nous dit son nom, on n'est pas sûr du tout de dépenser quoi que ce soit. Voilà. C'est clair. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, des observations? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Autre question, alors peut-être un peu moins technique, mais toujours. Alors, en plus, elle est directement pilotée depuis notre trésorière. C'est une délibération, la 5e, qui concerne les dotations aux amortissements. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans nos communes, mais qu'on a souhaité installer il y a quelques années, et qui est un élément important dans le cadre de notre anticipation d'investissement. Okay. Donc ici, il faut savoir qu'il y a 2 types d'amortissements. Il y a des amortissements, on va dire, de biens et des amortissements financiers. Voilà. On bien comprendre, c'est des choses différentes. Ici, l'objet de la délibération, c'est un lissage des pénalités dans le cadre de la renégociation des emprunts. Donc ici, on a 32 655,51 € de pénalité. D'accord? La proposition qui vous est faite, c'est de lisser jusqu'en 2028 ces pénalités, soit autour de 4 665 €. Voilà. Sachant que c'est une opération d'ordre, donc c'est d'un côté une dépense et de l'autre côté une recette. Donc ce sont des opérations qui s'annulent. Autant on a la dépense en fonctionnement, autant on va l'avoir en recette en investissement. Voilà. Observation, questions, commentaires? On vote. Abstention. Contre. Merci. Je vous remercie. Donc 3 contre, excusez-moi, c'est ça. La 6e délibération, une délibération qui ne sera pas prise, j'ai fait le tour avec certains de mes collègues maires dans les communes, qui ne sera pas prise dans toutes les communes, que j'ai souhaité porter à votre connaissance, parce que c'est quelque chose qui va se présenter devant l'aglo prochainement. C'est l'avis du conseil municipal sur le projet de périmètre relatif à l'encadrement des loyers par la CAPB. Certaines agglomérations subissent un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Cette pénurie peut se traduire par une flambée des loyers et des difficultés d'accès au logement. Dans les zones dites tendues, il existe un mécanisme d'encadrement des loyers. Créé par la loi Elan du 23 novembre 2018, ce dispositif mis en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans consiste à donner un loyer de référence par type de bien immobilier, par quartier et défini par arrêté préfectoral. Ce mécanisme impose donc un plafonnement des loyers dans un nombre précis d'agglomérations défini par décret. La loi 3DS du 21 février 2022 prolonge l'extension de 3 années supplémentaires, soit jusqu'au 25 novembre 2026, et ouvre le délai offert aux collectivités pour déposer une demande de mettre en place l'encadrement sur toute partie de leur territoire jusqu'au 25 novembre 2022. Les logements concernés par l'encadrement des loyers sont des logements loués vides ou en location meublée appartenant au secteur privé. Lors de la réunion du 6 juillet 2022, un comité de pilotage sur la présentation du dispositif d'encadrement des loyers, il a été convenu que l'examen d'une candidature de la communauté d'agglomération Pays Basque à l'expérimentation nationale devait être poursuivi par l'objectif de faciliter l'accès du parc privé aux ménages du territoire. Les élus présents lors de cette réunion ont confirmé le caractère complémentaire de cette action inscrite au programme local de l'habitat à celles déjà engagées que sont la réglementation des meublés de tourisme et le travail entrepris avec les parlementaires sur la fiscalité. Les participants se sont également prononcés majoritairement sur une application du dispositif à l'ensemble des communes de la zone tendue afin d'éviter les effets de bord indésirables. Je vous propose donc de donner votre avis sur cette possibilité d'avis communal qui pourra être relayée au niveau de la CAPB, en sachant que j'ai participé à cette réunion du 6 juillet 2022. Sur les 24 communes de la zone tendue, elles n'étaient pas toutes représentées, c'est le moins que l'on puisse dire, que certaines communes qui ne participent pas, puisque c'est un arrêté préfectoral, qui ne participaient pas à ce comité de pilotage
mais qui souhaitent y rentrer quand même, font aujourd'hui des démarches au niveau de la préfecture, du préfet et du sous-préfet pour pouvoir rentrer dans ce périmètre. Je pense à Saint-Pé-sur-Nivelle, qui est une commune voisine avec laquelle qui peut légitimement s'inquiéter de ce qui se passe d'un côté communal, ouais. Et qui souhaiterait elle-même rentrer dans ce dispositif. Je me suis prononcé dans une réflexion favorable à rentrer dans cette expérimentation, en précisant qu'il existait déjà des mesures d'encadrement des loyers et qu'il ne s'agissait pas d'avoir que des postures politiques en disant que nous étions favorables à une chose ou à une autre, sans se donner les moyens de contrôler si ces choses pouvaient être appliquées et de les faire appliquer si elles ne l'étaient pas. Excusez-moi de le dire comme ça, mais encore une fois, comprenez bien mon propos, hein. Je suis favorable à rentrer dans cette expérimentation, mais je suis aussi favorable à ce que les lois antérieures permettant un certain contrôle des loyers soient actives, contrôlées et je veux dire, tout simplement appliquées. Si on doit être dans une sorte de superposition réglementaire qu'on n'applique jamais, on ne résoudra pas le problème. Il nous faut, nous, politiques, certes, délibérer pour appliquer des lois, mais aussi être en capacité de les appliquer. Voilà. Et donc, il y a des moyens qui sont mis en place pour le contrôle, parce que finalement, comme vous dites, on peut voter beaucoup de choses, et derrière, s'il n'y a pas de contrôle au minimum, je veux dire... Alors, je vais prendre l'exemple du changement d'usage, par exemple. On a voté, alors, avec la fébrilité ou la fragilité juridique que nous connaissons, avec une modification du règlement pour pouvoir mieux répondre aux observations du juge en référé, qui a suspendu le règlement, et avec cette application. Sur le changement d'usage, il appartient aux communes, et strictement au niveau communal, de contrôler. Je le dis tout net, ça ne me gênera pas d'aller effectuer certains contrôles sur ces changements d'usage, sur leur réalité, sur leurs dispositions, quitte à contraindre certains qui voudraient tricher, frauder, ou qui ne respecteraient pas les contenus de la réglementation sur laquelle ils souhaitent s'appliquer. Alors c'est de par le code de l'urbanisme, je crois que c'est un contrôle qui revient uniquement à la commune aujourd'hui. C'est bien ça? Voilà. Ça me permet d'annoncer qu'il y aura des contrôles. Ça me permet d'annoncer qu'il y aura peut-être des PV suite à ces contrôles. Ça me permet d'annoncer, de dire qu'il vaut mieux que tout le monde soit bien dans le cadre du règlement pour qu'on soit en mesure de l'appliquer et de voir quels sont les effets qu'il produit. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de pire qu'un règlement qui n'est pas appliqué, ou en tout cas, dont on ne se donne pas les moyens de son application. Ensuite, il faudra évaluer la portée de ces propres règlements que nous votons avec le contrôle afférent. Alors, sur la Hetz, voilà, hein, on va prendre notre bâton de pèlerin, je le dis, pour essayer de voir si certaines personnes, on émettra des PV. Je dirais que c'est plus sur notre commune quelque chose de totalement illusoire, puisque les PV, aujourd'hui, sont rédigés. Ils sont transmis à monsieur le procureur de la République, alors pas encore sur ces domaines-là, mais sur les considérations d'urbanisme. Le procureur de la République revient vers la commune en disant « Bon, écoutez, la justice est encombrée, mais on va faire une période de conciliation. Voilà, vous allez repartir en conciliation. Je le dis ici entre nous, mais c'est dans une instance publique, comme si le maire que je suis, les adjoints que nous sommes, l'équipe municipale que nous sommes, ne prenait pas le soin
de s'assurer que toutes les conciliations ont été épuisées avant d'arriver à un PV. Et je peux vous assurer que les quelques PV que nous avons déjà rédigés, une dizaine, je passais, Tout à fait, oui, 8 ou 9, comme s'il n'y avait pas eu de conciliation, comme s'il n'y avait pas eu d'information, de pédagogie, d'accompagnement, etc. Mais quand, comme tout un chacun, on est au bout du bout, on rédige le PV, je l'ai encore signé un cette semaine, et on le transfère au procureur de la République. Le procureur de la République pense que la bonne méthode, et ça l'a été à certaines fois, hein, je tiens aussi à le dire, je me retourne vers la même chose, parce que celui qui s'est cogné les conciliations avec les pétitionnaires en question et les conciliateurs, c'est le gouvernement en charge de l'urbanisme, et certains dossiers ont évolué favorablement. On peut le dire aussi. Donc, il n'y a pas à désespérer, il faut en arriver à une extrémité, etc. D'autres, fin de non-recevoir, c'est-à-dire échec de la conciliation et retour vers le procureur de la République. Donc, ce n'est pas pour dire que le procureur de la République ne devrait pas nous renvoyer la balle comme ça. La preuve, c'est que parfois, ça a marché. Et donc, un mauvais arrangement, on vaut toujours mieux qu'un bon procès. Mais quand il ne peut pas y avoir d'arrangement, eh bien, on va aller jusqu'au procès. Mais en tout cas, c'est à nouveau dans les mains du procureur qui lui décidera la sanction à exercer et les recours ou les décisions de justice à mener. Donc ça a été fait. Et vous voyez, c'était pas commun hein, dans une commune de notre taille, etc. Mais on s'est doté par mon propre pouvoir de police, et la segmentation, c'est comme ça qu'on dit de nos agents, de contrôler, d'instruire et de porter. Et je souhaite qu'on aille faire la même chose sur les changements d'usage. Et je souhaite que, alors je ne sais pas, on n'a pas encore tout à fait défini sur l'encadrement des loyers, qui pourra porter, qui portera, c'est-à-dire les contrôles. Ça, c'est pas encore. Voilà. La seule chose que je vous demande de prendre en compte ici, c'est effectivement, sur le fond de cette délibération, de dire nous sommes et nous validons le fait que la CAPB se porte candidate dans les mesures dérogatoires qui ont été permises. Alors, cette possibilité-là vient, je crois, de la visite du ministre du Logement à Intxaurçeta l'année dernière et de la saisine du président de la